Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Parlons peu, parlons ergo, un podcast de vulgarisation des connaissances autour de l'ergonomie. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode intitulé « Le cinéma, acteur du travail » où nous questionnons le rapport du travail à travers les époques cinématographiques ainsi que les enjeux sociétaux véhiculés par la pellicule. Au micro pour cet épisode, Paul Fortabat et Quentin Prigent. Bonjour Paul. Bonjour. Ça va bien ? Ça va, écoute. Ouais, écoute, ça va parfait pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, on retrouve Karine Ramette. Bonjour. Bonjour. Donc responsable des relations au public d'ACID, ACID, Association du cinéma indépendant pour sa diffusion, visant à la promotion du cinéma indépendant au travers de différentes actions, notamment les festivals. Il y a une section indépendante qui se trouve justement au Festival de Cannes depuis 1993. Et en parallèle, vous êtes également étudiante en psychologie du travail au CNAM et membre active du Ciné-Club du CNAM, groupe animé par le laboratoire interdisciplinaire de sociologie économique, LISE, et le CRDT, Centre de recherche sur le travail et le développement. On salue aussi quelqu'un d'autre qui fait partie du Ciné-Club, qui est Madame Dominique Lhuillier, que nous remercions pour la mise en relation et également pour les premiers échanges pour les bases de cet épisode. Et on retrouve également Federico Lancialonga. Bonjour. Bonjour. Docteur en études cinématographiques, spécialisé en cinéma militant et expérimental franco-italien des années 60-70. Vous êtes actuellement documentaliste et chargé de la valorisation à la Ciné-Archive, c'est la gestion des fonds audiovisuels du PCF et du mouvement ouvrier, donc qui aujourd'hui regroupe une base de films d'à peu près un siècle. Vous êtes également membre du conseil d'administration de Kinetras, association travaillant autour des recherches et de la promotion des archives audiovisuelles. Et également, on peut retrouver vos articles dans différentes revues spécialisées, donc 1895, revue d'histoire du cinéma ou Trafic avec un seul F. On vous remercie également pour nous accueillir dans ce bel endroit, qui est le siège du Parti communiste français, l'espace Niemeyer, sur Paris. Merci beaucoup pour nous accueillir ici, où se trouve également le Ciné-Archive. Avec plaisir. Sachant qu'il y a un point particulier sur nos deux invités, les deux sont plutôt spécialistes du cinéma italien, avec des connaissances un peu spécifiques de chaque côté, mais grosse connaissance du cinéma italien. On va tâcher de pas être que sur du cinéma italien. Promis. On a fait des efforts. Alors, l'épisode, ça va parler de représentation du travail au cinéma. Donc forcément, la première question, comme ça, c'est traité. Pour vous, quelle est la fonction de la représentation du travail au cinéma ? Ce qui est intéressant, c'est que la représentation du travail occupe de multiples fonctions au cinéma. On en exposera quelques-unes avec Federico au cours de la discussion. Mais si on devait n'en retenir qu'une dans le cadre de ce podcast, je dirais qu'un des rôles, une des grandes vertus du cinéma, c'est de nous donner à voir ce qui autrement se déroberait à nos regards. Et il y a donc toute une part invisible du travail qui nous est donnée par le cinéma. Et il y a évidemment le travail, mais il y a aussi le hors-champ du travail. Par exemple, les moments de pause, les trajectoires pour aller travailler, les vestiaires, les coulisses, la vie privée aussi, à quel point peut-être le travail peut contaminer la vie intime. Tout ça peut être donné par le cinéma. Et j'ajouterais que on peut se poser la question sur comment les cinémas, donc tourner la question au passé, comment les cinémas a représenté le travail, sachant que les cinémas naît officiellement en 1895 avec un film, c'est le premier film qui est présenté par la famille Lumière, c'est la sortie de l'usine. Donc voilà, déjà un cinéma installé dans un lieu de travail et pendant ces 125 ans d'histoire, voire plus, 129 ans d'histoire désormais. Comment les cinémas a représenté le travail, comment les cinémas s'approprient le travail et les différentes manières de représenter l'homme à l'œuvre et les rapports de l'homme à la machine. Je peux vous proposer quelques exemples. Dans un premier temps, les cinémas a représenté le travail dans un contexte industriel, donc dans la première moitié de son existence, voire plus. Ces 20-30 dernières années, c'est plus la même chose, c'est-à-dire que les rapports de l'homme au travail a changé radicalement par rapport à la naissance du cinéma. Et donc comment aujourd'hui on représente un travail qui n'est plus le même de l'époque, qui a produit d'ailleurs les cinémas. Donc en tant que moyen artistique, certes, mais aussi technique et industriel. Donc un produit de la société industrielle du 19e siècle. Ça veut dire que la fonction a changé en fonction des époques ? Je pense, oui. On peut dire ça serait intéressant, mais peut-être on en parlera à la fin de l'épisode. Aujourd'hui, comment les cinémas filment le travail dans un moment où l'homme est toujours moins nécessaire pour le travail. Donc voilà, autant de l'intelligence artificielle, de l'industrialisation, mais ça c'est pas une nouveauté, ça date déjà de quelques décennies au moins en Occident. Donc voilà. Si on peut peut-être justement ajouter une chose, c'est que effectivement les représentations du travail
ont considérablement changé au fil de l'histoire du cinéma. Et ce qui est frappant aujourd'hui, c'est la grande variété, en fait, des représentations du travail dans le cinéma contemporain, à la fois de par les formes qui s'en emparent, c'est-à-dire du cinéma documentaire le plus élémentaire, le plus simple, avec des dispositifs de cinéma direct, à des docu-fictions, à des fictions produites de manière plus conventionnelle. C'est tout le cinéma, sous toutes ses formes, qui s'empare du travail. Donc ça, c'est une chose. Et de l'autre côté, en ce qui concerne les métiers qui apparaissent à l'écran, eh bien, là aussi, on a des représentations très diverses. On a démarré effectivement avec cette figure iconique de l'ouvrier et de l'ouvrière à la sortie des usines. Mais aujourd'hui, on représente aussi les cadres, les traders, d'autres précaires, les livreurs, les taxis. On s'est beaucoup intéressé à la figure du médecin, mais maintenant on a aussi beaucoup d'autres figures qui sont celles des soignants, des infirmières, etc. Donc en fait, ce qu'il y a de passionnant, c'est que tout ça est extrêmement varié, mais c'est aussi très vertigineux et c'est aussi, on en a beaucoup discuté en amont de l'émission, le côté très difficile d'établir un corpus, en fait, pour pouvoir parler des représentations du travail au cinéma, puisque c'est presque une gageure, en fait. Il y a, d'ordonner ce corpus, c'est très compliqué, puisqu'il y a de multiples points d'accès et de multiples manières de l'aborder. Et donc, finalement, on imagine, on verra comment se passe cette discussion entre nous. Moi, en tout cas, je l'envisage davantage comme une sorte de balade dans l'histoire du cinéma, avec des propositions de réflexion, mais il y a de multiples portes, en fait, et libre à chacun de vouloir les ouvrir et d'approfondir ce travail-là. On peut du coup considérer un peu que le cinéma est une sorte de représentation de ce que les gens se font du mot travail, en quelque sorte. C'est vrai que d'un point de vue historique, le travail était souvent représenté par la figure ouvrière. On prenait l'exemple des frères Lumière justement qui filment la sortie et suite à l'évolution, on a eu de nouveaux métiers qui sont apparus à l'écran, notamment les cadres dont vous parliez. C'est vrai que c'est quelque chose qui accompagne aussi également la représentation des gens, peut-être l'évolution du travail. Moi, j'ai une expression en tête qui est la très belle collection cinéaste de notre temps d'André Labarthe et Janine Bazin, qui est une collection qui date un peu, mais le titre cinéaste de notre temps, à mon avis, est très évocateur. C'est-à-dire que derrière un film, il y a toute une équipe, il y a un cinéaste, et les cinéastes sont les acteurs de leur temps et de leur époque. Donc, d'une certaine manière, ils ne sont que les révélateurs de quelque chose. Ils captent l'air du temps et, à leur manière, eh bien, ils le traduisent à travers les films. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça que ces représentations évoluent. Et ils créent aussi un imaginaire. Absolument. Donc, ils transmettent aussi, par exemple, on parlait tout à l'heure de cinéma italien, une certaine image du travail et de la recherche du travail dans l'Italie des années 40. En gros, ça crée un imaginaire. Donc ça veut dire que le cinéaste va essayer de rechercher peut-être ces codes imaginaires dans ce qu'il filme ou non? Il représente une certaine manière d'entendre le travail tel que la société l'interprète à un moment donné. Et par la suite, nous, l'image qu'on s'est fait des femmes qui font la cueillette du riz dans le nord-est de l'Italie sera semblable à celle qui est représentée par De Santis dans Riamer. Voilà, pour donner un exemple. Un film qui est réalisé en 1949. Non, il y a une chose que je voulais ajouter parce que c'est important, c'est-à-dire que le cinéma donne à voir et donc il donne forcément à penser, à réfléchir. Et c'est aussi pour ça qu'on s'en est emparé dans le ciné-club du CNAM Cinéma et Travail. C'est que justement, le cinéma peut être vraiment le support de discussion et de réflexion dont peuvent s'emparer aussi bien les chercheurs que le grand public. On se rapproche aussi un petit peu du cinéma documentaire, du coup, où chaque film peut devenir également un documentaire au gré du temps. On parlait de l'évolution, etc., de capter l'instant T, où ce qu'il faut quand même garder une certaine distinction, on va dire, entre vraiment le documentaire et les films autres. Peut-être on peut déjà proposer une distinction, quelques pistes, pas pour ranger des films dans des cases, mais revenons à la fonction, pourquoi on fait des films sur les cinémas. Il y a cette grande distinction entre cinéma de fiction et cinéma documentaire, mais même à l'intérieur du cinéma documentaire, profitons du fait qu'on soit ici à Ciné-Archives, donc on a Cinémathèque qui conserve des films, qui concernent très souvent des questions liées au travail. Les films que nous on conserve ici à Ciné-Archives sont des films réalisés par les organisations des travailleurs, pour les travailleurs.
pour montrer une certaine image, et pour donner une certaine image du travail, pour revendiquer des meilleures conditions de travail, souvent. À la même époque, mettons dans les années 50, 60, les entreprises réalisaient aussi des films documentaires pour donner une autre image du travail, donner donc une image qui peut-être on peut définir comme idéalisée d'un certain bonheur, travailler à l'usine dans telle ou telle autre entreprise. Donc même à l'intérieur du cinéma documentaire, on peut tracer plein de différences et différents types de films. Donc, un cinéma qui se voudrait militant, un cinéma qui ferait enquête, donc sur des conditions de travail pour en revendiquer des meilleures. Un cinéma d'entreprise, des films institutionnels qui proposent d'autres images du travail. Et encore, on est très loin d'avoir fini les possibles définitions sur les cinémas documentaires. On pense à certains films encore des années 40-50 qui représentent les travails sortant de l'usine, d'autres emplois, d'autres hommes et femmes à l'œuvre. Et on a parfois des narrations un peu lyriques du travail pour présenter les sortes d'hommes et des femmes qui se réveillent à 4 heures du matin pour aller dans les rues de Rome nettoyer. Je pense au film de Michelangelo Antonioni, donc un grand cinéaste de la fiction italien, qui a fait au début de son parcours cinématographique des films de ce type, donc des films de un peu staccanoviste dans l'idée de montrer... Non, dans son cas, c'est pas du tout staccanoviste, mais un regard qui n'est ni pour revendiquer des meilleures conditions de travail pour les ouvriers, c'est pas un film politique, ni un film commandé par la mairie de Rome pour faire l'éloge. C'est pas simplement, je dirais, d'une démarche humaniste. Il s'intéresse à la vie, à l'existence de ces hommes. À l'époque, c'était principalement des hommes qui se réveillent le matin et qui vont balader quand tout le monde dort, les rues du tourisme, dans les faubourgs de la ville de Rome, mais sans une intention idéologique derrière, si vous voulez. C'est plutôt sociologique. Voilà, oui, qui devient pas une enquête sociologique, plutôt un regard de poète. Voilà, un regard de poète sur une ville qui se réveille. Il y a des hommes et des femmes qu'on regarde pas, qu'on oublie, qu'on néglige, qu'on ignore. Pour une fois, il y a les films. Et là, on est en plein néoréalisme. Et voilà, on s'intéresse, on met au centre d'un film quelqu'un qui a toujours été à la marge. J'ai vu le film aussi sur tes conseils et en effet, ce qui m'a frappé, c'est le désir de les regarder. C'est vraiment ça la première chose en fait. Alors pour l'instant, ils n'ont pas la parole. Et c'est vrai que dans d'autres films qu'on évoquera plus tard, on donnera enfin la parole aux personnes qui travaillent. Mais là déjà, de poser ce regard, et un regard poétique comme tu le dis très bien, c'est déjà une première manière de dessiller le regard du spectateur et de l'inviter à regarder ces gens qu'on ne voit plus, en fait, qui sont des invisibles des grandes villes. Je rebondis sur ce qui vient d'être dit par Karine. En effet, dans la décennie suivante, donc les films que je citais de Antonioni, c'est en français on les traduit par nettoyage urbain pour garder l'acronyme NU, Nettezza Urbana. Dans la décennie suivante, donc au début des années 60, on commence, grâce aux découvertes formelles et techniques du cinéma direct, ce qu'on appelle en France les cinémas vérité, à donner la parole, à vouloir interroger les travailleurs. Leur donner la parole, il y a donc une différence nette par rapport au film d'Antonioni, qui est donc un hommage lyrique, poétique, qui propose un portrait de ces travailleurs. Cette fois-ci, on les entend. Donc, à partir des années 60, on entend les travailleurs. Je prends l'exemple d'un film auquel s'était consacré Pier Paolo Pasolini. Toujours sur les éboueurs à Rome, pendant une grève en 68, les films n'existent pas. Et on a des raches qui sont conservées à la mode de l'archive audiovisuelle du mouvement ouvrier démocratique à Rome, un peu l'équivalent de Cinéarchive en Italie, où on n'a pas les sons, et hélas, il a été perdu. Mais Pasolini, il avait filmé ces éboueurs en grève et, différemment par rapport à Antonioni, il leur a donné la parole. Voilà, ce qui intéresse dans cette démarche, c'est d'interroger les éboueurs et savoir quelles sont leurs revendications, pourquoi ils sont en grève, quel est leur passé, quel est leur présent et quel sera leur avenir. Donc, dans un contexte de lutte où la parole devient centrale dans les films. Juste pour comprendre, ce film-là, on a les bandes, mais on n'a pas le son, c'est ça? C'est ça. On a retrouvé les bobines. Donc, c'était un projet d'un film inachevé de Pasolini.
Et hélas, on a perdu les sons. Comme ça arrive souvent, on garde les deux éléments, on garde soit l'un, soit l'autre. Ça arrive que l'un des deux soit perdu. Et peut-être pour répondre encore d'une autre manière à votre question sur le cinéma documentaire et le cinéma de fiction, il y a aussi des fictions qui sont très nourries par le réel et qui émergent d'une réalité documentaire d'une certaine manière. Federico évoquait tout à l'heure Riamer de Giuseppe De Santis, un film de 1949. Riamer, c'est un film, alors on vous promet qu'on va parler d'autres films que de films italiens, mais pour démarrer, il me semble intéressant à plusieurs titres. Riamer, c'est à la fois la force du pur mélodrame et en même temps la force d'un film document sur le travail des repiqueuses, des mondine, qui sont ces femmes qui viennent des quatre coins du nord de l'Italie. C'est un travail saisonnier extrêmement dur et donc tous les étés, elles affluent vers la gare de Turin et elles se dirigent vers les rizières. Et le film démarre comme ça, vraiment comme un thriller policier, avec un couple de voleurs qui a volé des bijoux dans un grand hôtel. Ils doivent absolument se séparer pour ne pas éveiller les soupçons. Et Francesca, la femme de ce couple, part avec les bijoux et se fond dans la foule des mondine pour finalement travailler à leur côté en tant que clandestine. Et ce qui est le support d'une dramaturgie, le fait qu'elle soit clandestine va amener tout un tas de problèmes, est aussi le reflet d'une réalité de l'époque où il y avait des travailleuses encore plus précaires que les autres, qui étaient clandestines, qui arrivaient sans contrat de travail et qui étaient stigmatisées par celles qui avaient des contrats, puisque comme elles n'avaient pas de rapport de force possible, elles acceptaient aussi des conditions de travail encore plus difficiles, des cadences encore plus infernales, etc. Donc c'est un film qui est un grand film de cinéma et en même temps qui nous permet de découvrir ce travail saisonnier agricole, féminin, et dont les difficultés restent malheureusement d'actualité aujourd'hui. La mécanisation est passée par là et aujourd'hui dans le nord de l'Italie, on ne voit plus les mondines dans les rizières. Mais il existe d'autres régions du monde où il y a encore des repiqueuses et par ailleurs, toutes les problématiques liées au travail agricole saisonnier perdurent dans nos régions, dans nos contrées. L'absence de contrat de travail, l'extrême précarité, des horaires terribles, des conditions d'hébergement aussi qu'on voit très bien dans Riamer, où ces femmes sont dans des dortoirs avec des punaises, elles doivent elles-mêmes faire leur paillasse avec des petits bouts de paille qui traînent par-ci par-là. Bon, on est en 49, aujourd'hui en 2024, il existe encore des situations similaires en ce qui concerne le travail saisonnier agricole. Et on ne peut pas s'empêcher de se demander aussi si cette pénibilité, ça c'est intéressant aussi, c'est circonscrit dans le temps. Est-ce que ça peut être acceptable si c'est un travail qui dure plus de 40 jours, en l'occurrence? Et c'est peut-être justement parce que ça ne dure que 40 jours que c'est aussi dur. Ça pose tout un tas de questions qui peuvent vraiment faire cogiter les chercheurs en sciences humaines et en sciences du travail encore aujourd'hui. C'est vrai que c'est une réalité même plus extrême peut-être que dans Riamer à l'époque où on a même des Équatoriens qui viennent travailler dans les vignes aujourd'hui en France ou à d'autres endroits ou même des Roumains, donc on vient d'encore plus loin pour la même chose que ce que faisaient Riamer et les dames de l'époque. Exactement. Dans un marché globalisé, effectivement, les résultats c'est ça, c'est qu'on vient de partout et pas seulement d'une région à l'autre du même pays. Ouais. Et peut-être pour ajouter un élément de contexte sur les néoréalismes, puisqu'on a cité plusieurs films, puis on passera à autre chose, effectivement, on restera sur les cinémas italiens de cette époque. C'est peut-être important de rappeler que la place du travail dans les cinémas néoréalistes est centrale, le travail, la recherche d'un emploi, l'absence de travail, et ça s'insère dans la reconstruction du pays, de l'Italie à la sortie de la guerre. Si on ouvre la constitution de la République italienne, on lit que l'Italie est une république démocratique fondée sur le travail. Et la plupart des films de ce qu'on appelle la reconstruction italienne, donc du néoréalisme, de l'après-guerre, le travail a un rôle central. Où le travail, c'est dans Riamer, l'absence de travail, la perte du travail, dans Voleurs de bicyclettes par exemple. Voilà, le travail est pensé et représenté comme un moyen de rachat, d'émancipation possible. C'est par le travail, effectivement, que l'homme, à la sortie du fascisme, sort de sa servitude et il peut s'émanciper. L'emploi sert à l'émancipation. Voilà, et la trajectoire tragique du voleur de bicyclette est exactement celle-ci. Un homme qui arrive à un pas d'un boulot, à la fin
Après 2 années de chômage, il les répète à sa femme au bord de l'arbre, après 2 ans d'attente, enfin, j'ai la possibilité d'avoir un travail, couleur d'affiche, rien d'exceptionnel. Et De Sica et Zavattini représentent les scénaristes du film, une foule de personnes dans une banlieue de la ville de Rome qui attendent que quelqu'un leur donne un boulot, des journaliers. Et cet espoir ne dure que quelques heures, peut-être un jour, jusqu'au moment où il s'est fait voler sa bicyclette par quelqu'un, un sous-prolétaire comme lui, qui n'a pas d'emploi. Juste pour reprendre la référence du film, c'est quoi? Le voleur de bicyclette, Vittorio De Sica, 1948. È vero. Non cominciamo con l'agne. Non sono venuta a casa apposta e non senti l'agne. L'Agni. E chi fa l'Agni, scusa? Non è mica una notizia di tutti i giorni. Ouais, c'est des thèmes encore très présents en fait. Le cinéma étant un art, il fait des choix artistiques. Et par exemple, dans les choix artistiques et dans les métiers dont on a pu parler, là, on a parlé beaucoup de la figure ouvrière, mais par exemple, une série qui est quand même dans l'art du cinéma, c'est The Office, auquel on pense beaucoup, qui est américain là dans ce cas-là. Et c'est vrai que c'est plutôt, en gros, une vision moderne de tout ce que vous avez cité jusqu'à présent, parce que aujourd'hui, le tertiaire est très présent dans nos sociétés, et donc c'est une manière de critiquer ce monde tertiaire. Finalement, aujourd'hui, c'est les Américains qui le font, hier, c'était les Italiens qui le faisaient très, très bien, et c'est assez impressionnant de voir ces figures-là du prolétaire, entre guillemets, qui est dans une société et qui, dans cette société, évolue. Sachant que, vu que c'est un moyen critique, comment, dans la construction d'un film, on critique ce travail? Justement, quelques mots encore sur Voleur de bicyclette. Vittorio De Sica était un acteur lui-même avant la guerre. Il passe de l'autre côté de la caméra. Il réalise des films, d'abord des fictions, des comédies romantiques. Et puis, grâce à la rencontre avec Cesare Zavattini, son scénariste, l'un des plus importants scénaristes du néoréalisme et quelqu'un qu'on définira comme le seul théoricien du néoréalisme, il commence à réaliser des films avec des thématiques comme celles que je viens de vous présenter. Et pour ce film en particulier, lui, avec Zavattini, ils choisissent comme protagoniste un ouvrier. Un vrai ouvrier. Donc, savoir comment il vit un ouvrier, quelles sont les aspirations, quelles sont les déceptions d'un ouvrier. C'est un ouvrier, c'est ce qu'on pose comme postulat à l'époque, en 48. Pour certains des cinéastes italiens, un ouvrier, c'est bien qu'il interprète lui-même un ouvrier. La production, les coproducteurs américains avaient proposé Cary Grant pour interpréter le rôle de l'ouvrier. Et ils ont insisté pour que ce soit Lamberto Maggiorani, le protagoniste du film, coprotagoniste du film avec son fils. D'ailleurs, un enfant âgé de 8-9 ans qui, lui aussi, il part le matin avec son père, pas à l'école, mais dans une station à essence où il travaille également. Donc le choix de réalisation, là, pour les personnes qui construisent le film, c'est de dire « je ne passerai pas par un acteur professionnel ». Dans le cas précis de ces films, oui. Et dans certains autres films néoréalistes, effectivement, le postulat, c'est celui-là. Donc c'est pour essayer de représenter la réalité, cette fois-ci la réalité du travail, d'une manière qui soit la plus fidèle possible, c'est effectivement en passant par des personnes qui ont vécu cette expérience et non pas par des acteurs qui la mettent en scène. Et ça reste vrai aujourd'hui, c'est une méthode qu'emploient des cinéastes contemporains. On a reçu l'an passé Stéphane Brisé pour Un autre monde au Ciné-Club. Et Stéphane Brisé a l'habitude de convoquer aussi des acteurs non professionnels pour représenter justement des personnes au travail. Donc ça fait partie effectivement des méthodes dont se sont emparés les cinéastes au fil de l'histoire du cinéma. On peut penser également au groupe Medvikin, du coup, avec les ouvriers des entreprises de la région de Besançon et de Sochaux, donc dans les années 60-70, qui justement avaient en fait produit et distribué leurs propres films au travers de sociétés dédiées, et qui justement essayaient aussi de chercher à inverser ce paradigme, de passer derrière la caméra en quelque sorte pour montrer leur réalité, et montrer aussi les réalités sociales qui existaient dans l'usine. Et du coup là, on n'a peut-être pas forcément les ouvriers en tant qu'acteurs, mais en tant que réalisateurs. Exactement, en tant que réalisateur et en tant qu'acteur, parce que voilà, c'est une histoire très intéressante, celle des groupes Medvedkin. Dans l'histoire du cinéma ouvrier, il y a un premier film qui est réalisé en 1967 par Chris Marker et Mario Marré, donc deux cinéastes professionnels qui vont à Besançon, à la Rodiaceta, cette usine textile où il y a eu une occupation d'usine. Première grande grève avec occupation d'usine après 36. Donc la période des occupations à l'époque du Front populaire, et il réalise un film avec les ouvriers de l'usine. Donc c'est un reportage, 44 minutes, sur la vie, les aspirations, les difficultés de cette classe ouvrière de Besançon. Alors là, il y a une chose qui m'a impressionné au mois de mars, c'est que quand j'ai vu que tout le monde était dehors, j'ai vu qu'on avait arrêté la boîte complètement, on avait empêché les passants de rentrer. Pour moi, c'était une grande victoire.
L'année suivante, en 68, il y a une présentation du film avec les ouvriers. C'est la première fois qu'ils voient les résultats. Et l'ingénieur son, Antoine Bonfanti, enregistre la discussion qui suit la projection. Et pendant cette projection, les ouvriers, une partie des ouvriers, reprochent aux deux cinéastes d'avoir fait une fausse représentation faussée plutôt, de leur vie. Voilà, notre vie ne ressemble pas à cela. Les films, en fin de compte, sur un ton très très triste. On dirait que la vie des ouvriers s'est réduite à cela. Et l'intuition de Marker, en entendant cette critique et en faisant lui-même son autocritique, c'est que les prochains films seront réalisés par les ouvriers eux-mêmes. Et c'est là qu'est né donc les collectifs des groupes Medvedkin. Medvedkin reprend le nom d'un cinéaste soviétique, Alexandre Medvedkin, qui avait inventé un ciné-train, donc un train qui traversait la Russie et l'Union soviétique pour montrer les cinémas dans les régions les plus éloignées de l'État soviétique. Et effectivement, plus tard, c'est Classe de lutte. Les premiers films réalisés par les ouvriers eux-mêmes, avec bien sûr l'aide et les soutiens des cinéastes professionnels qui sont là pour accompagner les ouvriers à réaliser leurs films. Non pas pour réaliser les films à leur place. C'est ça qui change, donc, si vous voulez, dans la continuité de ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au cinéma direct. Donc, d'abord, en fin des années 50, début des années 60, on interroge, on écoute, dans notre cas, nous, les travailleurs. En 68 est passé par là, et donc les pas suivants, c'est de donner la caméra aux ouvriers. Les travailleurs réalisent eux-mêmes leurs films. Et si vous regardez les deux films l'un après l'autre, vous allez voir une différence de ton qu'il y a entre Bientôt j'espère, effectivement, et Classe de lutte. Les films au milieu s'appellent La charnière, et c'est un film composé uniquement de la bande son. Et c'est l'enregistrement d'une partie de cette discussion qu'il y a eu dans cette salle de cinéma entre les cinéastes et les ouvriers. Par rapport à ce qu'a fait le groupe Medvedkin, ça me fait penser finalement à la psychologie du travail, à l'ergonomie, qui met pas mal en discussion ça avec les entretiens d'explicitation. On se sert de ça avec Pierre Vermersch. Par exemple, vous, Karine, est-ce que pour vous, le cinéma, ça pourrait servir à expliciter le travail? Finalement, comme a fait le groupe Medvedkin, à autocritiquer son propre travail au travers de ce qu'on donne à voir. Est-ce que ça peut vous parler? Alors, je pense à un podcast intéressant qui a été proposé par Christine Masson, produit par France Inter, où justement, elle convoque des personnes dont les métiers sont représentés à l'écran. Et elle demande à chacun de commenter justement les représentations de son travail. Donc ça ne répond pas exactement à la question, c'est-à-dire que ça n'amène pas forcément à une autocritique, comme on pourrait en avoir par exemple dans des autoconfrontations croisées, mais en tout cas ça pose la question de la perception de son activité à l'écran, à quel point est-ce qu'on s'y retrouve ou pas. Donc ça peut être un sujet de débat par exemple très intéressant. Et après, moi je suis à un endroit un peu particulier puisque je suis à la fois avec un pied au sein du CNAM et des sciences du travail et avec ma participation donc au comité de programmation du Ciné-Club, mais je suis aussi du côté du cinéma indépendant avec cette pensée, cette arrière-pensée permanente de ne surtout pas instrumentaliser les films. C'est-à-dire qu'il y a un travail qu'il ne faut pas perdre de vue malgré tout, qui est le travail du cinéaste. Et donc, ce que j'essaye de faire, modestement, c'est de voir comment par le cinéma, on arrive à attraper peut-être des concepts, des notions, une pensée dans les sciences du travail. Comment par le truchement du cinéma, on arrive à attraper ces choses-là, à les comprendre, peut-être à les saisir un petit peu mieux ou à les mettre en discussion. Mais ne pas oublier que ce qui nous a permis cette discussion, c'est d'abord le travail d'un cinéaste et de son équipe en fait. Il est vrai qu'on a abordé pas mal d'œuvres aussi qui sont maintenant historiquement datées plutôt dans les années 60-80. C'est vrai qu'il y a aussi une critique qui se perdure aujourd'hui, notamment avec des films un peu plus contemporains. Je sais que Karine, toi, tu avais quelques exemples notamment pour illustrer un petit peu tout ça. Oui, j'aimerais pouvoir vous parler d'un film qui est sorti en 2023, un film coréen, About Kim So-hee, réalisé par la cinéaste Julie Young, qui me semble particulièrement intéressant justement à plusieurs égards. On peut aborder le film réellement comme une critique sociétale. Je vais vous en dire deux mots et puis je vais vous raconter un peu ce qu'on s'est dit justement lors du Ciné-Club Cinéma et Travail du CNAM à ce sujet, puisque quelques pistes comme ça ont pu émerger justement à l'occasion de nos discussions. Alors, tout démarre avec un drame qui est survenu en 2016, le suicide d'une lycéenne en stage au sein d'une plateforme téléphonique. Parents et syndicats s'étaient battus pour faire qualifier ce décès en accident du travail.
et l'État avait tenté de se soustraire à ses responsabilités. Les médias coréens s'étaient emparés du sujet, mais le temps médiatique avait rapidement été accaparé par le procès en destitution de la présidente de l'époque. Donc ce n'est qu'en 2020, 4 ans plus tard, que la cinéaste entend parler de cette histoire par son producteur, qui est un ancien journaliste. Alors, elle démarre à ce moment-là une enquête minutieuse. Elle consulte les archives de l'époque. Elle part à la rencontre des différents protagonistes de cette histoire. Et elle commence à écrire un scénario de fiction, fortement nourri évidemment et documenté par cette tragédie. Alors là, on voit qu'elle choisit la fiction et qu'elle ne choisit pas le documentaire, à mon avis aussi parce que le sujet est tellement sensible que la fiction va justement pouvoir lui apporter une plus grande liberté aussi. Et puis, ce sera aussi sans doute beaucoup plus protecteur pour les protagonistes de cette histoire. Donc l'une des grandes forces du film réside justement dans une invention de cinéma, c'est-à-dire la construction d'un personnage fictif, celui d'une enquêtrice, qui devient le double de la réalisatrice à l'écran, et qui incarne tout à la fois cette quête de vérité et cette colère face à une situation inadmissible. Le récit repose ainsi sur 2 personnages féminins, la lycéenne Kim So-hee, puis l'inspectrice Oh, qui enquêtera sur sa mort, et le film se déploie sur 2 chapitres, suivant la trajectoire de l'une, puis de l'autre. 약정 기간을 3년 연장해주시면 즉시. 야! 내가 그런 거 저번에 다 듣고 안 한다고 그저께로 날짜 잡았잖아. 뭐 하자는 거야? 고객님 해지 연장을 하시면 그 요금제 아이 씨발년이. 야! Donc le spectateur, lui, découvre avec effroi un système qui, comme un ogre, referme ses mâchoires sur une jeunesse prise au piège. Soumise à des logiques purement gestionnaires, les académies scolaires sont mises en concurrence les unes avec les autres pour l'octroi de financement. Les lycées le sont entre eux au sein de ces académies. Et donc, les chefs d'établissement gardent les yeux rivés sur les chiffres à atteindre pour avoir le meilleur taux de participation des élèves à des stages en entreprise. Voilà le système. Donc, dans une telle vision de la politique de la formation professionnelle, évidemment, les conditions d'accueil et d'encadrement des lycéens ne sont absolument pas prises en considération. Et on retrouve ce pilotage aux indicateurs dans le fonctionnement même de la plateforme téléphonique, où les employés sont mis en concurrence les uns avec les autres. Donc lors de la discussion, Maëlle Zigbiji, sociologue et maîtresse de conférences au CNAM, qui avait donc participé au débat, soulignait une chose que j'ai trouvée très juste. Pour elle, le héros malfaisant du film, c'était le taux d'emploi, qui est littéralement mis en scène par Julie Jung. On voit des tableaux partout. Il est là, il rôde. Et ce que disait Dominique L'Huillier, justement, c'est que le travail sans qualité peut faire l'affaire, puisque de toute façon, c'est l'emploi qui compte dans cette histoire. Et la menace qui rôde pour les jeunes recrues, eh bien, c'est la disqualification sociale engendrée par un renvoi. Donc, le film nous montre avec une grande acuité le travail déshumanisant, où les scripts langagiers empêchent toute forme de spontanéité, où il y a une prescription de la subjectivité, comme le soulignait Marc-Éric Bobier-Chaumont, qui faisait également partie de la discussion. Et sans parler aussi du système carcéral panoptique de surveillance et d'écoute permanente des téléconseillers. Le rapport au client, il est malmené, lui aussi, évidemment. Donc ça place les employés dans de véritables conflits éthiques, puisque le but ici, en fait, le but dans l'histoire, c'était que les téléconseillers empêchent les usagers mécontents de résilier leurs abonnements. Donc ça devenait un véritable parcours du combattant. Donc forcément, on est en proie à un conflit éthique quand, à la fin de la journée, on se rend compte de ce qu'on a fait. Les cliniques du travail ont fait état de la nocivité de ces conflits pour la santé mentale, puisque finalement, c'est la propre identité, en l'occurrence des téléconseillers, qui est mise à mal, qui est touchée à ce moment-là. Ce qu'on voit dans ce film, c'est que faire du bon travail, en fait, c'est faire le sale boulot. Là encore, une notion qui nous vient de la sociologie et de Hughes. Le sale boulot, il est permanent, en fait, sur cette plateforme téléphonique. Les employés se sentent seuls et l'entreprise masque cette solitude avec des moments de convivialité qu'on pourrait emprunter, par exemple, l'expression à la psychodynamique, de convivialité stratégique, où à la fin du travail, on va tous boire des bières, on se tape sur l'épaule, mais en réalité, il n'y a aucune connivence. La concurrence est permanente entre les uns et les autres. Donc, ça n'est plus un collectif de travail. C'est ce qu'on appelle une collection d'individus, seuls les uns à côté des autres. Et donc l'agir suicidaire arrive dans ce contexte-là complètement délétère et malheureusement chez des salariés qui avaient fait preuve d'un engagement au départ et qui d'une manière ou d'une autre ont été trahis par l'entreprise qui leur a même nié la possibilité d'une forme même maigre de reconnaissance. Donc ce film-là soulève tout ça, donc il est vraiment extrêmement riche. Comme Riamer, dont je parlais au début du podcast, il a à la fois la puissance d'un film de cinéma et la force d'un document aussi. Il rejoint les deux. Et il a été un véritable succès en Corée du Sud, qui a permis
Et on revient aux fonctions des représentations du travail, qui a permis une prise de conscience à la fois de la part du corps enseignant, puisque malgré tout, certains principaux de lycée envoyaient vraiment littéralement leurs élèves au casse-pipe, et aussi bien sûr de la classe politique. Tant et si bien que le gouvernement a fini par voter une loi pour encadrer des stages en entreprise. Donc c'est un film qui a eu ensuite une postérité dans la société coréenne. Et bien évidemment, c'est un exemple qui nous vient de très très loin, mais toutes les problématiques associées aux plateformes téléphoniques sont des problématiques universelles. Est-ce que dans ce cinéma un peu indépendant, il y a un militantisme ou une critique différente de la société que dans un cinéma, ce qu'on appellerait, alors je vais utiliser le terme anglophone de mainstream, mais c'est généraliste, on va dire? Oui, de fait, le cinéma indépendant se situe à un endroit très particulier. D'abord, ce sont des films qui sont produits et distribués dans une économie qui est réduite. Donc forcément, il y a des questionnements économiques dès le début en fait de la fabrication des films, mais cette contrainte économique entraîne souvent beaucoup de créativité. Et donc, il y a une forme de liberté aussi dans le choix des sujets. Pour faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure et le cinéma documentaire, dans le cinéma indépendant, il y a, et dans le cinéma d'art et d'essai en général, ce qu'on appelle le documentaire de création. Le documentaire de création, c'est un documentaire qui s'est affranchi des formats qu'on peut trouver par exemple à la télévision, de durée, avec peut-être des cartons explicatifs, une voix off, etc. Il y a de très bons films documentaires de télévision, mais le fait est que malgré tout, on ne peut pas se séparer d'un certain nombre de contraintes. Le documentaire de création s'affranchit de ça, et je discutais cette semaine justement avec des cinéastes qui réalisent des documentaires et qui disaient c'est le sujet qui doit déterminer la durée en fait, et pas l'inverse, et pas le format. Donc à partir de là, cette liberté a permis à un grand nombre de cinéastes d'aller s'intéresser à l'époque qu'ils traversent et très souvent au travail. Je lisais justement sur les conseils de Dominique L'Huillier un article de la revue Esprit coécrit par des membres du groupe Nigua qui s'intéressent aux représentations du travail au cinéma et qui soulignait le grand nombre, la grande variété de films et notamment de films documentaires depuis quelques années qui s'intéressaient justement au monde du travail. Et je pense que c'est lié à ça, c'est-à-dire que depuis le milieu des années 90, il y a un essor très important du cinéma documentaire de création et une grande liberté de choix dans les sujets qui font que on va s'intéresser de plus en plus au travail, aux nouvelles formes du travail contemporain, etc. Dans la fiction, vous trouvez la même dynamique ou non ? Oui, bien sûr. Là, on parle du documentaire, mais dans la fiction aussi. Je rebondis aussi tout à l'heure à ce qui a été dit, notamment au niveau de la filmographie qui a été dite de reportage. C'est vrai qu'on parlait également du documentaire, etc. C'était quoi surtout la grande différence entre les deux ? Est-ce que c'était un point de vue du réalisateur ou vraiment de ce que devenait le film ? La différence qu'on peut tracer entre ces deux mots, ça se situe, à mon avis, d'un point de vue dans l'étymologie. Donc, to report, donner quelque chose. Tandis qu'un documentaire insère à l'intérieur de ces mots, il contemple aussi d'autres manières plus poétiques, plus personnelles, plus intimes de documenter quelque chose. Je pense à un film, à un cinéaste qui a fait de la fiction et du documentaire, même s'il n'a pas, dans ses films documentaires, au moins ceux que j'ai à l'esprit, il n'a pas filmé oui, aussi les travails, mais c'est pas central dans les titres du film, tu vois. C'est Ottavio Celiani, donc un cinéaste géorgien qui s'est installé en France au début des années 80. Et lui, il propose cette distinction entre les documentaires tels qu'il l'entend lui-même. Il les définit comme l'aura des choses que j'ai vues. Donc pour lui, je pense à deux films en particulier, documentaires qu'il a réalisés dans les années 80, Euskadi, un film documentaire sur les Pays Basques, et un film qu'il réalise dans un monastère, dans un petit village en Toscane. Lui, il propose, lorsqu'il a présenté les films plus tard, cette différence-là, justement. Reportage comme tu reportes, ramener des faits à son public, et là, c'est pas ce que lui il propose. Donc, lui il définit les films Un petit monastère en Toscane comme l'aura des choses que j'ai vues. Et je pense qu'il y a rien de plus personnel. Donc, une manière très personnelle, très intime de confier au spectateur quelque chose qui appartient à la sensation, au ressenti. Et un reportage, il n'a pas cette même fonction, je pense. Ce que tu dis est très juste et très intéressant. Je connaissais pas cette expression magnifique de cette aura. Aura des choses que j'ai vues.
Laura des choses que j'ai vues. Ça donne lieu à des grands quiproquos, en fait, lors des débats avec les spectateurs, puisque quelquefois, on fait la publicité comme ça, la promotion d'un événement autour d'un film, et le film peut être traversé par une thématique très forte. Et donc, parfois, les spectateurs viennent en salle et attendent d'être informés. Ce qu'on peut dire aussi, peut-être une définition toute simple du reportage, c'est que le reportage, il est là d'abord pour nous informer. Et en fait, parfois, les spectateurs attendent d'être informés sur un sujet et ressortent de la séance en étant un peu déçus parce que finalement, ils n'ont pas reçu des informations suffisamment organisées, conséquentes, etc. sur le sujet en question. Et ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que c'est avant tout, très modestement aussi, un regard subjectif. Le regard subjectif d'un cinéaste. Alors après, il y a des cinéastes qui peuvent avoir envie justement d'amener une forme d'érudition et d'être vraiment dans une recherche, etc. et le mettre en partage avec les spectateurs. Mais parfois, un film documentaire, ça peut être simplement la force d'une rencontre. Alors ça peut être une force poétique. C'est difficile de juger les films comme ça quand on les reçoit. Mais moi, ce que je me dis, c'est que si j'ai la sensation d'avoir rencontré quelqu'un, alors en l'occurrence pour ce qui nous occupe aujourd'hui, d'avoir rencontré quelqu'un au travail, alors c'est que quelque part le film a réussi. Finalement, quand on parle de reportage et de documentaire, est-ce que entre ce reportage et ce documentaire, il n'y a pas justement ce qu'on a pu filmer de De Seta, qui peut-être faisait un reportage initialement, qui finalement s'est transformé en documentaire? Comment on arrive à là? Et là aussi, il y a dans les films de De Seta qu'il réalise dans les années 50. Donc rapidement, c'est un cinéaste qui traverse la Méditerranée pour filmer, pour raconter, pour montrer les travails, par exemple en 55 de la pêche à l'espadon, tel qu'on l'a fait de la Méditerranée, et on suivait les mêmes pratiques, les mêmes chants quasiment, les mêmes rituels que l'on suivait depuis les temps des Phéniciens, et juste à l'aube de l'industrialisation qui aurait enseveli ces pratiques très anciennes. Et lui, est-ce qu'il était parti dans l'idée de faire un reportage? Moi, je pense que c'est pas les mots les plus adaptés. Justement, je laisserai les reportages, au moins l'intention du reportage à la télévision, qui d'ailleurs en 55 était déjà à l'œuvre. Et à De Sica, effectivement, je laisserai cette phrase de Celiani, l'aura des choses qu'il a vues. Effectivement, tel qu'il a vu en 55 ces jours-là, sans savoir que 2 ans, 3 ans après, la pêche à l'espadon aurait été mécanisée, industrialisée, lui, il nous a offert quelque chose qu'il a vécu personnellement, intimement, et qu'il se répétera jamais. Et qu'un autre cinéaste, s'il avait vu et filmé la même chose, il aurait fait exactement quelque chose d'assez différent. Je profite pour rajouter quelque chose qui est directement lié à cette distinction qu'on essaie de donner entre reportage et documentaire. C'est la question du message. Est-ce que les films, c'est un véhicule pour transmettre un message ou pas? Moi, je pense qu'on partage parmi les collègues enseignants à l'université. Les mots message, c'est aussi un mot piège parce que les films n'est pas fait pour transmettre un message. Pas tous les films publicitaires, certains films de propagande, oui, mais les films, c'est autre chose, effectivement. C'est un regard subjectif qui est transmis et interprété différentes manières par un public, par des inconnus. D'ailleurs, les cinéastes ne les connaissent pas. Et c'est pas un message qui est transmis de point A à point B de manière linéaire. Et juste pour le clin d'œil, mais justement, Scorsese, qui avait beaucoup aimé les films de De Seta, disait de lui que c'était un anthropologue qui parlait avec la voix d'un poète. Donc finalement, on y revient. Sachant que De Seta, ce que vous nous disiez sur la préparation de l'épisode, Karine, ça conduit à beaucoup de questions. C'est ça son œuvre ou ce qu'il a réalisé? En fait, en discutant justement lors de la préparation de l'émission, on pensait aux nombreuses fonctions de la représentation du travail au cinéma. Et une des fonctions, c'est aussi la fonction patrimoniale, la fonction d'archive. Et donc, effectivement, le cinéma de De Seta, de ce point de vue-là, est une archive extrêmement précieuse, même si c'est un regard subjectif. Ça reste néanmoins une archive extrêmement précieuse sur ce travail. Alors, il y a les pêcheurs à l'espadon, mais il y a aussi les mineurs, il y a aussi le travail dans les champs, et tout le hors-travail, tout ce qui est accompagné justement par les champs, le rythme des journées, c'est un tout en fait, il y a quelque chose d'holistique un peu. Et donc voilà, De Seta fait ce travail-là, et d'autres cinéastes ont cette volonté dès le départ de vouloir archiver quelque chose qui est sur le point de disparaître. Et je pensais notamment à Alain Cavalier qui propose 24 portraits, des portraits de femmes de métiers manuels, et il le dit explicitement, pour lui, il s'agit d'archiver le travail manuel féminin, et il le dit comme ça.
Donc on rencontre une matelassière, une fileuse, et ce sont des petits courts-métrages où Alain Cavalier rencontre ces femmes, leur pose des questions très concrètes sur leurs outils de travail. Il s'intéresse aux mains de ces femmes, il s'intéresse aux outils. Il cadre d'abord sur une cardeuse. Voilà, moi je ne savais pas ce que c'était qu'une cardeuse avant d'avoir vu le film d'Alain Cavalier. C'est cet outil qui permet je trouve pas le mot exact. Bon. Eh ben, on laissera les gens aller voir ce qu'est une cardeuse. Bref, on commence par cet outil et puis il pose sur une table 2 aiguilles, un fil et ensuite on découvre les mains de la matelassière et ensuite on fait son portrait. C'est une manière de rendre hommage aussi à des métiers qui sont voués à disparaître avec cette urgence de filmer. Et c'est vrai que l'urgence de filmer quelque chose qui va peut-être disparaître, ça fait partie des responsabilités que certains cinéastes peuvent se donner, munis de cet outil caméra qui va fixer dans le temps ces métiers en voie de disparition. C'est intéressant parce que la même décennie, donc où les choses changent, donc où on bascule au moins en Europe, en Occident, dans la société industrielle pleine et on abandonne des choses, notamment dans le monde du travail qui se répète depuis des siècles, voire des millénaires. Au moment où États filment les travails qui demain ne sera plus, Olmi et Antonioni, eux, ils réalisent des films d'usine. En usine, sur l'industrialisation. Et donc, les moments de bascule des années 50, on voit d'un côté un cinéaste, poète comme De Seta qui s'intéresse au crépuscule de la chasse à l'espadon, du travail à la mine, tel qu'on l'a connu jusque-là. Et d'autre part, Antonioni, Olmi, qui vont filmer en usine comment on produit les choses en 1958. Je prends quelques titres des films d'Olmi. Un film de 59, Nature et chimie. 59 toujours, fertilisants produits par la société du groupe Edison. 1960, les grands pays d'acier. Donc d'un côté un monde qui est en train de disparaître et de l'autre l'actualité, le monde qu'il y a aujourd'hui et qui sera demain. De son côté, Antonioni, c'est par exemple un film en 49, donc bien avant, 10 ans avant, Sette Gane un vestito, qu'en français on traduit par la rayonne. Donc tous les processus industriels de production de cette matière synthétique qu'est la rayonne, raconté comme une fable. C'est intéressant parce que cette idée de ce qui disparaît et ce qui arrive, justement, nous, c'est une notion auquel on réfléchit avec ce qu'on appelle les nouveaux imaginaires. Est-ce que le cinéma s'empare de ces nouveaux imaginaires aujourd'hui? Et s'il s'en empare, comment est-ce qu'il s'en empare? Alors, cette question-là, elle nous a un peu mis en difficulté au départ avec Federico, la notion de nouveaux imaginaires, parce que, justement, ça n'est pas forcément encore une expression très usitée dans le monde du cinéma au sens extrêmement large. Mais du coup, on s'est posé la question, et je me la suis posée de mon côté. Il est vrai que quand on parle de nouveaux imaginaires, c'est plutôt immédiatement associé plutôt à la transition écologique, voire parfois aux questions de représentation des femmes à l'écran dans le cadre de lutte féministe, c'est-à-dire comment proposer aussi de nouveaux imaginaires pour pouvoir agir différemment, des imaginaires qui seraient inspirants. Quand j'en discute avec des cinéastes autour de moi, ça n'est pas forcément de cette manière-là qu'ils vont poser le débat. Et je fais le lien avec une émission précédente où il était question d'utopie concrète. Et c'est peut-être plus par ce bout-là qu'on va pouvoir l'attraper. Alors, c'est-à-dire que si on parle de nouveaux imaginaires, on va penser à peut-être à Avatar de James Cameron, par exemple. On va penser à Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Mais si on attrape la question par la notion d'utopie concrète, c'est-à-dire finalement de tendre vers un modèle qui ne soit pas le modèle dominant et d'essayer de trouver la voie pour y arriver, là, on peut trouver un certain nombre de films documentaires ou de films de fiction qui se sont intéressés à d'autres manières de penser le collectif de travail, la manière de travailler ensemble, etc. Et on peut faire le pont avec notamment le documentaire de création qui s'est beaucoup inspiré de tout ça, mais aussi un certain nombre de fictions. C'est vrai que cette utopie concrète est très questionnable aussi. On peut prendre par exemple l'idée des films soviétiques qui ont été faits tout au long du régime communiste, notamment qui essayaient de montrer le bon travailleur, le bon soviétique, etc. Là où on se rend compte aujourd'hui que ce n'était pas forcément le cas et que ça peut être réinterrogé plutôt en dystopie concrète peut-être. Si je peux rapidement
rapidement reformuler ta question, tout particulièrement sur une partie précise de la production soviétique, parce que sinon on arrive trop loin. Parce qu'il y a 30 ans, moi je m'arrêterai au premier cinéma révolutionnaire soviétique, donc les années 20. Et là, il y a quelque chose, comme tu l'as dit, de très particulier dans cette cinématographie qui s'établit à partir d'une révolution, de l'idée d'un homme nouveau pour la construction d'une société nouvelle. Et il y a effectivement des films où on fait un hymne au travail et aux possibilités, là encore plus que dans les cinémas néoréalistes dont on parlait tout à l'heure, d'émancipation qui conduit les exploités à la révolution et donc voilà à une société nouvelle. Et tout ce qu'on voit par exemple dans certains films de Dziga Vertov de la fin des années 20, notamment L'homme à la caméra ou en 1930 Enthousiasme, la symphonie du Donbass, c'est un film où l'homme est toujours en activité et l'homme se fond presque avec la machine. La caméra, l'appareil de prise de vue de cinéma, et les protagonistes de l'homme à la caméra. Au départ, on voit un opérateur qui utilise une caméra, il filme la vie de la ville dans une grande vitesse, un rythme presque mécanisé de la ville soviétique. Et puis, au fur et à mesure, la caméra prend une vie à elle-même. Donc là, on voit que l'homme, il se met presque de côté, on voit plus l'opérateur, mais la caméra, elle bouge toute seule. Et les hommes sont toujours en activité, il y a une grande syntonie entre l'homme et la machine, entre les femmes et la machine, il y a aussi plein de travailleuses à l'homme à la caméra. Et donc on n'est pas dans une représentation qu'on pourrait définir comme dystopique du travail, mais une vraie confiance dans les possibilités d'interaction entre l'homme et la machine. Plus tard, effectivement, dans les années 30, il y aura des films, des cinéastes soviétiques en période stalinienne, où on mettra en avant les bons travailleurs, effectivement, comme tu le disais, pour, d'une certaine manière, donner l'exemple de bons citoyens soviétiques. Donc, ça veut dire bons ouvriers. Et donc, ce sera encore une autre représentation du travail. Mais ce qui est intéressant dans L'homme à la caméra, par exemple, c'est qu'il y a une réflexion sur aussi le travail cinématographique. On voit Dziga Vertov décompose les différents moments, les différentes étapes de production d'un film. Donc on voit, comme je vous le disais, la partie de prise de vue, puis le montage. Il y a un moment où les films s'arrêtent, par exemple. Donc le déroulement du film s'arrête et on voit la monteuse à la table de montage qui inspectionne les fragments de films qu'on était en train de visionner. Et puis la récolle, on est à nouveau immergé dans les déroulements du film. Donc voilà, il y a une double, triple dimension de réflexion sur les travail homme-machine et notamment l'interaction entre les cinéastes et sa matière et ses moyens de tournage, de production. Pour donner comme ça quelques petits exemples, mais sans développer, moi ça m'a fait penser à un film de Mariana Otero qui s'appelle Entre nos mains, qui est un documentaire qui a été réalisé en 2010, où Mariana Otero arrive dans une entreprise de lingerie qui est en proie à des difficultés financières. Progressivement arrive l'idée de la part des salariés de reprendre cette entreprise et d'en faire une scope. Donc là, il y a vraiment quelque chose de très intéressant qui se met en marche sous les yeux de la cinéaste et devant sa caméra. Donc cette espèce d'élan collectif l'amène à poser des questions aux unes et aux autres. Et chacun se livre à la caméra sur ce projet, qui est un projet à la fois ambitieux, vertigineux, qui peut aussi faire peur. Et c'est aussi l'occasion de parler du travail. Et on se rend compte quand on voit son film que finalement, il y a très peu de moments où on peut s'arrêter et sanctuariser justement quelques instants pour parler du travail, comment on travaille ensemble, qu'est-ce que c'est qu'un collectif de travail. Et donc, on tend vers une forme d'utopie, c'est-à-dire des salariés qui reprennent leur entreprise en main. Est-ce que tu t'engages à verser à la SCOP l'équivalent d'au moins un mois de salaire de base ou est-ce que tu ne souhaites pas participer financièrement à la SCOP? Et elle a dit, si le bateau coule, tout le monde coule. Bon, j'y vais, hein. Voilà. Et puis malheureusement, ça n'advient pas. Ce qui peut arriver d'ailleurs, et là je fais un lien avec les sciences du travail, mais parfois lors de certaines interventions, on ne va pas forcément parvenir à transformer une organisation du travail, mais tous ces moments de réflexion, d'autoréflexion, d'échange vont amener immanquablement à l'émancipation des personnes qui auront participé. C'est ce qui s'est passé aussi dans le film Entre nos mains, c'est-à-dire que même si au bout du compte, il n'y a pas pu y avoir la formation d'une SCOP, ça a quand même permis une émancipation de certaines personnes à titre individuel. Et ça, c'est déjà beaucoup.
Et c'est vrai que quand la cinéaste arrive dans cet endroit, elle ne sait pas ce qu'il va advenir. Et le film se termine de manière assez belle et assez poétique, pour reprendre ce terme qui est un peu un fil rouge du podcast. Elle a proposé à tous les salariés de cette usine, donc aussi bien les femmes qui fabriquent cette lingerie que les fonctions support à l'étage, etc., de participer à la fabrication d'une chanson. Chacun invente, apporte sa contribution pour écrire les paroles, et la fin du film se termine comme ça, avec cette espèce de chanson où les uns et les autres racontent cette aventure quand même, et donc finalement quelque chose qui les a transformés. Donc ça, c'est un exemple, et pour en citer un autre rapidement, mais du côté de la fiction aussi, il y a le film Divertimento de Marie Castille Mention-Char qui est sorti en 2023, où là, c'est un film de fiction inspiré d'une histoire réelle, la mise en place de l'orchestre Divertimento par une femme chef d'orchestre, Zaya Ziwani. Là, vous pressez un petit peu trop. T'as besoin d'un traducteur ou tu vas réussir à nous dire comment jouer toute seule? Toi, il te faut ton orchestre. Il te faut un orchestre qui te ressemble. Donc le film raconte le parcours semé d'embûches de Zaya Ziwani pour pouvoir devenir femme chef d'orchestre dans la banlieue parisienne, à Stein. Et donc c'est évidemment la proposition d'un autre imaginaire sur ce qu'on peut se représenter en matière de chef d'orchestre, quoi. Et pour finir, peut-être un autre exemple contemporain, Sur la Daman de Nicolas Philibert, cinéaste documentariste. Donc c'est un film qui date de 2023, qui est un film documentaire et qui s'intéresse à un lieu unique en son genre, qui est un centre de jour où sont accueillies des personnes souffrant de troubles psychiques. Et c'est un bateau qui a été construit vraiment en pensant exactement à son utilisation. Donc il est amarré au quai de la Râpée et il a vraiment été pensé pour cet usage-là. Être un endroit accueillant au sein duquel les patients et l'équipe soignante allaient pouvoir être ensemble et prendre soin ensemble de cet endroit, puisque l'activité du centre se situe vraiment dans le sillage de la psychothérapie institutionnelle. Donc on est vraiment dans cette idée de la patientèle qui prend part aussi à la vie du lieu. Ce sont des exemples assez divers, mais pour dire que le cinéma, par la fiction ou le documentaire, peut nous proposer des modèles alternatifs aux modèles dominants en matière de travail au sens extrêmement large, bien sûr. Parce que je prends un traitement très fort, que je désire pas, que je peux tenir un dialogue avec vous, Guillaume. Sinon je me prends pour Jésus, moi. On laissera nos auditeurs aller voir les 3 films qui ont été cités. En tout cas, merci pour le temps accordé, pour l'accueil physique aussi ici, dans les locaux donc du Parti communiste français, à l'espace Niemeyer. On remercie également donc l'équipe de rédaction, Émy Franzé, Océane Franzé, Claire Guillain et Anaëlle Soulet, ainsi que Nicolas Turmel. Nous remercions nos patriotes qui soutiennent le podcast financièrement et qui nous permettent de vous proposer des épisodes de qualité. Retrouvez-nous donc sur notre page Patreon en description si vous souhaitez nous soutenir. Mais également, vous pouvez y accéder via LinkedIn et Instagram, sur lequel vous trouverez tous les épisodes qui sortiront petit à petit. Au revoir et à bientôt.